Traditionnellement, revue des vulnérabilités, Microsoft a arrêté de faire les bulletins Microsoft des vulnérabilités, donc j'ai développé un outil pour reconstruire les bulletins comme avant. Donc vulnérabilité, Internet Explorer et Edge, bon, beaucoup d'exécution de code à distance, c'est-à-dire que vous allez sur une page web, exécution de code et prise de contrôle du navigateur à distance. En particulier Edge, il y en a quand même 13 exécutions de code, ce qui est pas mal, et toujours des vulnérabilités en commun entre Internet Explorer et Edge, ce qui prouve une nouvelle fois que Edge n'est pas un nouveau navigateur, mais il y a bien beaucoup de code en commun entre les deux. Vous avez un certain nombre d'exploits et de codes d'exploitation des vulnérabilités qui sont ici pour ceux que ça intéresse. Pour beaucoup, elles viennent de Google Project Zero. Office, encore des exécutions de code, 19, bon, voilà. Dont une qui est exploitée vraiment dans la nature, c'est celle qui exploite une exécution de code dans l'éditeur d'équations, donc un outil qui a été redécouvert il y a 2-3 mois, puisqu'en fait l'éditeur d'équations est, je crois, le seul binaire fourni avec Office depuis 20 ans, non, 15 ans, et qui n'a pas été modifié depuis quasiment 10 ans. Donc bon, il y a plein de problèmes de sécurité. La dernière mise à jour de Microsoft en fait supprime carrément l'éditeur d'équations, mais il y a des astuces pour le rajouter, le remettre au cas où. Et donc là encore, vous avez l'exemple de code d'exploitation prêt à l'emploi. Donc vu que c'est exploité dans la nature, mettez à jour, normalement c'est mis à jour, mais mettez à jour quand même assez rapidement. La vulnérabilité noyau, rien de spécial. Les élévations de privilèges sont intéressantes parce qu'elles jouent sur l'impersonnification des jetons, donc on peut récupérer le jeton de privilège dans notre processus, ça c'est rigolo. La deuxième est vraiment sympa, c'est la possibilité en fait de créer un fichier avec les privilèges que l'on veut, où l'on veut sur le système, en étant un utilisateur de base. En fait, les vérifications faites par le driver NTFS de Windows sont pas très bien faites et il est possible de les contourner. C'est plutôt intéressant. En post-exploitation, on analyse d'un poste. Exécution de code. Non, c'est la fuite d'informations sur le pilote graphique Microsoft. Donc ça, c'est pas mal lorsqu'on veut essayer de contourner la distribution stochastique de l'espace d'adressage mémoire. Bon, SLR, la randomisation de la mémoire, quoi. .NET, exécution de code aussi. Non, c'est contournement de la sécurité et déni de service, donc je passe, c'est pas forcément très intéressant. SharePoint également, ASP.NET, rien de spécial. Celle-là est pas mal, donc sur Windows 10, vous avez un sous-système Linux qui est fourni avec Windows, et donc là vous avez une exécution de code, mais pas à partir de l'API execve qui permet d'exécuter du code, mais vous avez une exécution de code qui peut aller au niveau noyau, et donc avoir une élévation de privilèges au niveau de Windows. C'est plutôt intéressant. À partir de Linux, élévation de privilèges sous Windows. Ensuite, déni de service IPsec, c'est plutôt embêtant, mais normalement IPsec est quand même pas tant utilisé que ça sur des serveurs Windows exposés sur Internet. Non, pas exposé sur Internet. Ouais. SMB, ah oui, celle-là elle est pas mal. Sur SMB, donc le système de partage de fichiers de Microsoft, en fait, il est possible, encore une fois, donc lorsqu'on essaie de monter un partage SMB, il y a une petite astuce avec des liens symboliques qui permet de monter finalement le device que l'on veut et non plus forcément des partages de fichiers sur le réseau. Et on peut monter même des pipes nommés et donc accéder à certains processus comme ça auxquels on ne devrait pas accéder avec des privilèges bas, et ça permet d'élever ses privilèges. Bon, c'est encore James Forshaw qui a trouvé ça, spécialiste de tout ce qui est SMB et liens symboliques. Ça je passe rapidement. Juste le correctif pour Spectre et Meltdown est sorti en advisories et non pas en correctif, et puis on en reparle juste après. Donc Spectre et Meltdown, donc on en a parlé déjà les mois précédents, les vulnérabilités qui concernent les CPU Intel mais aussi ARM et AMD et apparemment même IBM, qui permettent de réaliser de l'élévation de privilèges, en tout cas de lire la mémoire d'un processus qui n'est pas le sien, voire du noyau. Et là en fait il y a tellement d'instabilité que Microsoft a retiré ses correctifs. Alors, sauf erreur de ma part, pour avoir le correctif, il fait que ton antivirus Oui, mette une clé de registre à une certaine valeur. oui, Ça dépendait de l'antivirus. oui. Le mois dernier nous Voilà. avons présenté Et un du coup, tableau. Est-ce qu'il faut que l'antivirus mette une clé pour désinstaller le patch, ou est-ce que ça le désinstalle chez tout le monde? Alors, Tu à vois, titre c'est- d'exemple, moi j'ai installé le patch, je ne l'ai pas enlevé et mon PC fait un crash tous les 2-3 jours. J'ai un écran bleu avec le smiley qui fait pas plaisir maintenant tous les 2-3 jours. Donc il va falloir que je m'occupe de virer ce correctif assez rapidement.
Ça aussi, je sais pas si c'est rigolo de le dire, ouais, avec Windows 10, Microsoft fait énormément de télémétrie, donc d'espionnage, et sort beaucoup d'informations personnelles. Et là, en fait, comme ils ont été beaucoup critiqués sur le sujet, ils essaient d'apporter plus de transparence et l'utilisateur aura maintenant accès vraiment au contenu des données qui sont sorties et envoyées chez Microsoft. Alors typiquement, nous on a remarqué quelque chose d'assez marrant, c'est sur un poste de travail Windows 10, vous pluguez une clé USB, si c'est la première fois que vous pluguez cette clé USB dans le poste, l'information est envoyée Microsoft avec l'identifiant du constructeur de la clé USB, un identifiant unique, je ne sais pas à quoi ça correspond, l'identifiant du constructeur, du modèle de la clé USB et 2-3 autres informations comme ça qui sont envoyées chez Microsoft. C'est toujours sympathique de le découvrir sur des captures réseau. Et donc il y a pareil, la lecture de certaines images aussi, vous avez des informations qui sortent et donc là en fait, il vous donnerait la main sur les informations qui sont envoyées chez eux. File system, celles sur MySQL sont amusantes parce qu'en fait c'est la même vulnérabilité qui avait été présentée sur OpenSSH il y a 2-3 mois où en fait si on mettait un mot de passe très long, ça réalisait un délit de service parce qu'en fait ça prenait trop de temps au niveau du calcul de gérer le condensat du mot de passe. Donc en fait la protection sur OpenSSH ça a été de mettre des mots de passe, enfin de limiter à 1024 octets je crois la longueur des mots de passe. Et donc il y a à peu près la même vulnérabilité sur MySQL. Le deuxième, on en a parlé. Ouais, on en a parlé. Le troisième est assez rigolo, hein, c'est une vulnérabilité dans KDE. Donc, quand vous branchez une clé USB, il y a un petit pop-up qui s'affiche pour dire la clé USB Toto a été branchée. Il se trouve qu'en fait, ça exécute le nom de la clé USB si elle contient certains caractères. On peut avoir de l'exécution de code juste en branchant une clé USB sans interaction utilisateur. C'est quand même assez intéressant. Ouais. Le dernier, pour tous ceux qui ont des jeux Blizzard, en fait, sous Windows, les jeux Blizzard installent un serveur web sur le port 1120 qui écoute et qui reçoit des données en JSON. Et en fait, il est possible donc de lui envoyer il y a certains champs spécifiques. Et je crois que c'est Tavis Ormandy qui a trouvé ça. Non, c'est pas Tavis. C'est pas Tavis. Michel Zaleski, je crois. Ah. Et donc en fait, il est possible donc d'envoyer du contenu JSON depuis n'importe quelle page web, parce qu'en fait quand vous consultez une page web avec les WebSockets ou voire même avec Ajax, vous pouvez vous connecter à des sites web et changer le port. Et donc là vous pouvez vous connecter aussi à un site web un serveur web qui est hébergé sur votre poste. Donc depuis n'importe quelle page web, un site web sur lequel vous allez, vous pouvez communiquer avec ce serveur web en JSON. Et il y a plusieurs attaques qui ont été prouvées, comme la première c'est de faire de la pollution du cache DNS. Et on peut même modifier certains répertoires d'exécution du jeu, donc arriver à une compromission partielle du poste. C'est un petit peu moche. Suivante. Parler du dernier si tu veux, qui est assez rigolo. Donc sur les PC portables Lenovo Pro, hein, la plupart sont équipés de capteurs d'empreinte digitale. Donc quand vous ouvrez votre session Windows, si vous êtes enrôlé dans ce système, en passant votre doigt, ça tape votre mot de passe. Il se trouve que le mot de passe il est mal sécurisé et qu'un attaquant qui a un accès à votre poste peut le récupérer. Et par ailleurs, ils se sont aussi rendus compte, ça c'est un peu plus embêtant, qu'il y avait un mot de passe qui était codé en dur et donc on pouvait s'authentifier sur tous les postes qui utilisaient cette fonctionnalité avec un mot de passe en dur. C'est pas le mot backdoor, non? Non. Il y a marqué porte dérobée. Ah oui. Ensuite, VirtualBox, possibilité de réaliser une évasion de machines virtuelles en fait, à partir des composants graphiques virtuels. Donc vous avez tous les détails de l'exploit qui sont dans l'article de Security Team. C'est plutôt intéressant. Les évasions de machines virtuelles, c'est toujours rigolo de les voir parce qu'il y en a quand même assez régulièrement. Alors, réseau... Le pire c'est que c'est moi qui l'ai mis, mais je m'en souviens pas, j'ai dû mettre ça fin décembre, début janvier. Celle-là, c'est pas celle dont tu viens de parler? Non, je pense pas, parce que tu parles de commutateurs. Ah oui, non, c'est effectivement sur les Switch Lenovo. En fait, c'est une entreprise qu'ils ont rachetée en 2014. Et ils ont... Non, pardon, plutôt que ça. Si, c'est ça, 2014. Donc une entreprise qui construisait des Switch et ils se sont rendus compte récemment qu'en fait il y avait des backdoors, des portes dérobées dans les Switch, dans le firmware des Switch, et ils ont quand même gentiment décidé de les supprimer. Bon, comme dans toutes les bonnes marques de Switch, quoi, je veux dire, c'est pas... Et le dernier, le VPN Pulse...
exécution de code sur le serveur, c'est un peu embêtant parce qu'en général c'est ce qu'on expose sur internet, Ah le oui. serveur VPN. Oui, donc bah oui, effectivement, c'est le point d'accès VPN qui est positionné en frontal d'Internet. Et effectivement, c'est plutôt gênant d'avoir une exécution de code dessus. Mais c'est pas les seuls. Mais ce ne sont Cisco, pas les je crois, seuls. sur une slide après. Ouais. Pour rappel, Pulse, c'est ce qui était avant les Juniper. Juniper Secure Access, je crois. Ouais. Donc, qui a été séparé des gammes Juniper et qui est parti dans un fonds de pension, fonds d'investissement, et qui est géré totalement indépendamment maintenant de Juniper. Ah, je sais. À Cisco. Donc pour ceux qui ont des firewalls, parce qu'apparemment ça s'appelle encore des firewalls, Cisco ASA, anciennement Pix, il y a une vulnérabilité d'exécution de code à distance sur le portail d'accès en VPN SSL. En fait, quand vous vous connectez, c'est juste une page web HTTPS avec login, mot de passe, voire OTP. Et en fait, on peut la connexion, l'authentification se fait en envoyant du contenu XML. En fait, vous l'avez en bas, le contenu XML. Et juste en mettant ce petit contenu XML là, c'est-à-dire en mettant client A, type A et valeur A, vous avez un délit de service. Et après, vous pouvez envoyer un payload un peu plus intéressant pour avoir une exécution de code. Donc ça veut dire que sur tous les firewalls Cisco ASA qui font du VPN ou qui sont accessibles en HTTPS depuis Internet, on a une exécution de code à distance sans authentification. Et donc j'ai regardé rapidement sur Showdown, on en a un petit peu 138 000. Donc potentiellement, ça fait un joli botnet. Plusieurs problématiques. Ça fait mieux que ça. Oui, mais est-ce que c'est. Moi, je croyais que c'était exploité. C'est exploité dans la nature depuis Oui, quelques jours. Tout le monde me dit ça. Oui. Mais alors, comment ça se fait que les 38 000, ils sont déjà pas fait poner 138 000 Ah bah on En sait fait, pas. ils se sont probablement déjà fait T'as poner. peut-être du code. Du Cisco Pix en entrée. C'est pas forcément marqué quoi. En fait, c'est pas parce que tu exploites une source, enfin une cible que ça se remarque. Si tu fais bien ton payload et qu'il est stable, tu exécutes du code sur le firewall Cisco ASA. En plus, c'est les CPU x86, donc c'est facile. L'OS est pas extrêmement bien sécurisé, donc t'as pas trop de difficulté à avoir un payload, un truc qui tourne en mémoire. Personne ne le saura. C'est pas un francophone par hasard qui était à Bruxelles La Robin je Hood, sais c'est Robin des Bois, ça c'est un pseudo. Oui. Non, ça c'est le nom de l'article. Ah, pardon. Je me souviens pas. Je sais pas. En fait, ce qui a fait aussi beaucoup de bruit, c'est que Cisco a mis plus de 80 jours pour publier son correctif, ce qui a été moyennement apprécié, et que le premier correctif publié, en plus, ne corrigeait pas totalement la vulnérabilité. Donc il a fallu qu'il republie un correctif. Et donc, quand même, mettre à jour ces têtes de pont VPN, c'est quand même pas anodin. Et donc devoir le faire rapidement en 2 semaines, c'est encore plus impactant pour les prods. Mais surtout qu'en plus ça, avant c'était les Cisco Pix, et Pix ça venait d'une autre entreprise rachetée par Cisco il y a très Il y a longtemps. 20 ans le code. Ah ouais, bon, pour aller à 20 ans le code, tu parles des mecs qui ont changé 5 fois. Oui, c'est ça, c'est les Cisco Pix d'avant, et oui, ça a effectivement 20 ans. Ouais. Alors ils ont un petit peu changé la ligne de commande, il y a une vue un peu objet qui a été rajoutée, mais ça reste le même moteur. D'ailleurs, initialement, c'est une société que Cisco a rachetée. Oui. Donc tu penses que les mecs. Ensuite, Porilo. Donc ça, on en avait parlé donc, le mois dernier. Les Porilo sont les ports d'administration physiquement dédiés ou parfois aussi qui sont logiquement ajoutés sur les ports réseau des ports réseau classiques des serveurs. Là, en fait, c'est une exécution de code triviale à distance. En fait, il y a un portail web sur lequel il faut s'authentifier. Pas besoin de s'authentifier, il suffit juste de faire une requête web en mettant l'entête connection et avec n'importe quelle valeur après, et ça vous authentifie en tant qu'admin. Et donc c'est Geoffrey qui a trouvé ça avec quelques collègues d'Airbus, et donc ça a été publié à la conférence, je ne sais plus laquelle, il y a quelques... Recon, je crois, donc il y a quelques semaines. Et c'est un peu en lien. Il faut dire aussi que la carte ILO, donc ça permet en général d'éteindre, de redémarrer le serveur ou de démarrer parfois sur un média mobile. Ouais, c'est une sorte d'hyperviseur qui te permet de prendre la main sur le truc. Ça permet pas de prendre la main sur le serveur en fait. C'est l'accès au port série avec des commandes qui permettent de redémarrer, etc. Mais tu n'as pas la main sur la mémoire et le CPU, ce qui est le cas de Intel Management Engine, où là c'est beaucoup plus grave. Je crois qu'on en parle après d'ailleurs. Non, c'est un autre, mais Intel Management Engine a vraiment accès à la mémoire et au CPU. Donc, si tu prends le contrôle sur l'équivalent Intel, là, tu as vraiment accès au sur système. Sur les silos de mémoire, tu peux changer le MBR, des choses comme ça. Si la machine est loguée ou pas, déjà, c'est une bande. Ce que tu peux faire, la technique qui marche le mieux, mais qui n'est pas très discrète sur un îlot, c'est qu'il y en a certains qui te permettent de
de démarrer sur un truc amovible, et du coup, comme le disque n'est pas chiffré, tu peux te rajouter un utilisateur, mais du coup, ça fait redémarrer le serveur, c'est pas discret, mais ça marche. Et le dernier assez intéressant, c'est un outil qui s'appelle Autosploit et qui grosso modo combine Shodan et Metasploit. Donc on sélectionne un plugin Metasploit et il trouve automatiquement les cibles sur Shodan et il exécute. Donc si on parle par exemple des cartes ILO, je pense que c'est un exemple qui marcherait vraiment bien. Où en fait tu pawns tout ce qui est disponible, ou Cisco, tout ce qui est disponible sur internet. Quoi. Pas mal. Bon, ça on en parlait juste avant, donc Intel Management Engine, donc qui est l'espèce d'OS, qui est le véritable OS qui tourne sur votre ordinateur. Et donc là en fait il y a un module qui s'appelle AMT dont nous avions parlé je crois l'été dernier. Lorsque vous démarrez le poste, alors il faut que j'arrête de dire poste parce que j'ai parlé de poste. Lorsque vous démarrez l'ordinateur, au moment du poste POST où il vérifie tous les périphériques, si vous appuyez sur CTRL P, si c'est activé, mais c'est majoritairement activé, en fait vous avez accès à AMT et avec un mot de passe qui est admin, qui n'est jamais changé, vous avez accès à une espèce de console de configuration qui vous permet d'activer la prise de contrôle à distance de l'ordinateur. Donc après vous configurez ça, vous activez, et à distance, donc là en fait c'est un poste, on a fait le test chez un client, donc un utilisateur qui était sous son vrai poste. Vous avez barbouillé l'écran, non? Oui, c'est moi qui l'ai. Oui, j'ai mis du petit du marqueur sur l'écran. J'ai mis du marqueur sur l'écran. Et donc en fait, à distance, on a pu prendre le contrôle de son poste au bémol près qu'en fait vous avez des espèces de petits tirets rouges et jaunes là, qui sont indiqués tout autour de l'écran, mais c'est un dérivé de KVM et vous avez vraiment le contrôle de la session de l'utilisateur. Je pense qu'il suffit de modifier un petit peu le firmware pour réussir à virer ça et à le faire en toute discrétion. Ça, c'est une fonctionnalité pour les services adéquats, c'est pas une faille. Oui, c'est une fonctionnalité. C'est-à-dire le service IT. Bien sûr, le service IT. Il une lettre. Et donc, j'ai eu, pile au moment de cette vulnérabilité, j'ai eu ça sur Twitter. Ouais, c'est pas un hasard. Hein. Donc Intel qui fait de la publicité sur AMT. C'est parce que tu avais fait des recherches Google et du coup... Peut-être, mais bon, j'ai trouvé ça rigolo. Non, mais c'est sur mon téléphone là. J'utilise quasiment pas le navigateur. Je sais Google. Tu vas pas endormir la nuit. Spectre et Meltdown, donc bon, je reviens pas là-dessus, on en a parlé. Beaucoup de problèmes avec la stabilité des correctifs. Donc Intel a retiré ses correctifs, Red Hat, VMware, enfin tout le monde a retiré ses correctifs. Et j'ai trouvé un article qui faisait vraiment des stats sur les baisses de performance avec VMware. C'est pas si catastrophique que ça, c'est entre 5 et 15-20%, en tout cas dans les tests de l'utilisateur. Mais vraiment, on a les graphiques, les outils qu'il a utilisés, et il y a vraiment les valeurs. Donc ça permet de vraiment valider la baisse de performance. Moi, je fais les montages de vidéos de l'OSIR. Avant, une vidéo qui en rendu me prenait 4 heures, maintenant me prend à peu près 6-7 heures. Ça, c'est pas 20%. Là, par contre, là, moi j'ai pris très très cher. Moi, par exemple, on en discutait tout à l'heure, sur mon Ubuntu, je peux plus lancer VirtualBox. Quand je lance une VM, ça freeze. Donc c'est pas seulement un impact sur les performances, et fonctionnellement, ça marche. Donc la suite, ça j'avais trouvé ça très très drôle, c'est Nico qui l'avait tweeté. En fait, c'est une analyse sur PHP, des gens qui se demandaient s'il était possible d'exploiter Spectre et Meltdown depuis PHP. La réponse c'est non, parce qu'en fait PHP est trop lent. Et qu'il faut quand même être très rapide par rapport au timing et à la lecture de la mémoire. Alors ça aussi, ça fait un petit peu scandale, c'est que des fabricants chinois auraient été avertis avant le gouvernement américain. C'est dommage pour une entreprise américaine. J'ai bien aimé aussi ça sur Twitter, j'ai vu ce petit logo d'Intel avec une petite fuite de mémoire là. Hop. Et aussi, alors j'ai pas mis de lien, il faudrait que j'en rajoute. Apparemment, les vulnérabilités Spectre et Meltdown seraient exploitées par des malwares dans la nature. Alors par contre, attention, c'est une espèce d'institut d'antivirus qui a publié cette information-là. Donc c'est un vendeur d'antivirus entre guillemets qui vend l'info, donc il faut toujours se méfier et prendre du recul. Et quand il parle de centaines de codes malveillants, c'est des variantes. Ouais, donc il y a peut-être quelques malwares, mais qui par contre ont beaucoup de variantes parce qu'ils sont compilés à la demande ou à chaque fois de façon différente pour chaque attaque. Et moi je me demandais, est-ce qu'il y a des gens qui ont pris des mesures concrètes de décloisonner, de cloisonner par exemple des applications critiques d'autres qui étaient avant mutualisées. Enfin, moi j'ai pas l'impression que mes clients aient fait ça dans l'intervalle. Moi j'ai vu pas mal de gens qui ont mis à jour. Ce qui serait intéressant, c'est les gens qui ont patché rapidement et globalement.
On sait qu'il y a un certain nombre d'industriels qui l'ont fait. Savoir s'ils pensent faire retour arrière ou pas. Trop de risques, je pense pas. Ouais, C'est compliqué de déployer après, tu Ouais. bah ouais, le problème c'est que quand c'est sur une usine et que tu as 30% de perte de production, je pense que ça commence à se réfléchir. Oui, mais sur une usine, ils ne vous appliquent pas les patchs. Bon, bah je dis rien, mais... Mais de toute façon, on l'avait déjà dit, quand on a fait aussi des enregistrements de No Limit Sécu sur le sujet, on avait dit que oui, c'était pas non plus critique, c'est pas une exécution de code à distance, ça reste potentiellement une élévation de privilèges. C'est embêtant quand tu as deux ressources de niveau de criticité différents. Quand tu es AWS, c'est gênant. Quand tu as une entreprise dont tu maîtrises le code que tu exécutes sur tes serveurs, c'est moins critique. Donc ça va vraiment aussi. J'ai un client qui avait vu de grosses baisses de perf sur de la base de données Oracle. Ah bah, je confirme, hein, il y a des gens qui ont eu des contre-exemples très très significatifs. Mais c'est souvent sur des bases de données d'ailleurs. C'est pas comme si une base de données avait besoin de beaucoup de performance en plus. Donc je sais pas, on en reparlera je pense pas en mars puisque nous avons la JSSI, mais nous en reparlerons sûrement en avril de l'évolution de la situation. Toute l'année on va surveiller, c'est intéressant. Surtout les nouveaux process. Ouais. Ensuite, pour ça on a parlé juste avant tous les deux, Telegram, donc l'application de communication chiffrée russe, avec une vulnérabilité de directory traversal. En gros, quand quelqu'un vous envoie un fichier, il a la capacité d'écrire où il veut, parce qu'en fait le chemin et le nom du fichier est à la main de celui qui l'envoie, ce qui est très malin. Donc en fait on a une écriture arbitraire, par contre ça reste limité aux privilèges de l'application, sauf terminal jailbreaké, pardon. Donc on peut surtout écrire là où l'application a le droit d'écrire, donc ça va être sur un Android par exemple la carte SD si vous l'avez ajoutée, ou les répertoires des fichiers de configuration de Telegram. Donc l'exploit qui est présenté là c'est corrompre le fichier de configuration de Telegram. Des agences russes. Comment? Est-ce une backdoor des agences russes? Non, les Russes mettent pas de backdoor. Ils exploitent celle des Américains. Alors là on parle de Telegram, tu parles de Skype? Je crois pas. Hier, il y a eu un article qui dit que Skype a un problème de sécurité. J'en parle parce que Telegram, Skype, un peu la même chose. Un gros problème de sécurité qui est connu par Microsoft et qui finalement ne sera pas patché. Non, parce qu'ils vont arrêter. Que c'est en clair. Ils vont surtout arrêter Skype, ils vont le remplacer par Teams, qui est aujourd'hui la solution qu'ils essaient de promouvoir, qui n'est pas hyper fonctionnelle, mais en cible apparemment ils arrêteraient Skype, enfin Link ou Skype, pour Skype for Business. Skype for Business. Maintenant que c'est déployé partout. Voilà. Alors, piratage, malware et compagnie. Ah oui, ça c'est rigolo. Si dans Chrome, sous Windows, vous faites une recherche d'un mot unique, c'est-à-dire pas des mots séparés d'un espace, en fait Chrome va d'abord faire une requête DNS, enfin de nom au sens NetBIOS, donc NBNS, afin de voir s'il n'y a pas un service qui s'appelle avec ce nom-là. Donc en fait ça fait une petite fuite de données. Donc là en fait j'ai fait sur mon SI de mon entreprise, où en fait on voit que les gens ont cherché plein de trucs. Et en fait, il y a une petite fuite de données à ce niveau-là. Et comme ce protocole, c'est du broadcast, n'importe qui reçoit les requêtes. Le deuxième est aussi rigolo. En fait, je connais même plus le nom. Strava. Strava, l'application de running, qui fait votre parcours. Et eux publient sur leur site internet une carte de la planète avec une espèce de heatmap, voilà, de tous les chemins pris par les coureurs. Et plus c'est blanc, plus de gens sont passés. Et en fait, il y a juste des gens qui se sont dit, ah bah oui, mais ça permet de voir le contour des bases militaires. Et par exemple, effectivement, ça c'est une base américaine. Enfin, au-delà des contours des bases qui finalement sont assez connus, Strava c'est utilisé, c'est pas qu'une application Android, c'est aussi quelque chose que tu synchronises avec tes bracelets connectés ou tes montres. Et du coup, il y a des gens qui portent ça potentiellement tout le temps. Et du coup, ça peut aussi être des tours de garde, des rondes. Ah oui. Et en fait, tu sais exactement à quelle heure ils passent la nuit, etc. Donc ça peut être un peu. Mais il y a des bases qui sont pas connues. Il y avait eu le truc sur l'Afghanistan où on voit des bases américaines comme ça en Afghanistan. Parce que les mecs, bien sûr. L'article pointait surtout les gens en dehors des bases qui sont dans un coin du désert du Mali, quelque part, où personne ne va savoir qui ils sont. Aussi. Comme ils ont gardé leur bracelet, on voit qu'à un endroit désert, il y a plein de bracelets qui se baladent le long du fleuve. Ah, c'est comme les militaires américains qui partaient dans le Golfe, voilà, et qui faisaient des photos géotaguées, Facebook et autres. On a regarde, je suis là, et c'est pratique. Du coup, Strava en a pris plein la gueule, alors qu'en fait, c'est pas vraiment de leur faute. On peut considérer que si tu fais une activité sensible, il faut pas porter un bracelet qui enregistre tes coordonnées GPS, quoi. Après, ça paraît évident. Oui, mais là c'est vraiment une erreur de configuration des utilisateurs, c'est pas une faille. Une vraie faille, ça serait que ça passe pas par une application sur ton téléphone portable, et que le bracelet te géolocalise
et sans que tu aies la possibilité de le désactiver, l'envoi par un réseau de lui-même à un autre, sans passer par ton téléphone. À partir du moment où ça passe par une application sur ton téléphone, ce qui était le cas dans cet exemple-là, ça c'est une erreur de configuration. C'est un mauvais usage. Des applications sur le téléphone. Mais je pense qu'un jour on aura des objets connectés qui vont dire où tu es à l'insu de ton plein gré. Et si ce n'est pas correctement configurable, la seule solution, c'est l'éteinte ou la destruction de l'objet connecté. Le marteau. Ça s'appelle le téléphone portable. C'est pas le problème, parce que Strava c'est une société américaine, on peut considérer que par exemple les militaires français ils n'ont pas publié leurs coordonnées de manière privée sur un serveur. C'est pas une question de public-privé, c'est que la donnée elle devrait pas exister. Mais là tu limites quand même énormément. Après, la confiance en effet sur l'entreprise américaine parce que tu es un soldat français, c'est un débat, mais déjà c'est déjà beaucoup moins drôle, c'est un leak qui n'a rien à voir celui-là. En fait, moi j'ai une montre Suunto, il y a la même chose sur le site de Suunto depuis des années. D'ailleurs, ça c'est intéressant, c'est sorti il y a quelques jours, donc le code source de iBoot a été publié. C'est toujours intéressant. Donc en fait, apparemment, c'est un stagiaire qui, à un moment déjà, a voulu récupérer tout le code source pour ses copains, donc pour 5 copains qui voulaient faire du jailbreak. Sauf que bon, apparemment, il y en a sûrement un qui a un peu trop parlé, ça s'est diffusé, et ça a été publié sur GitHub, donc tout le monde l'a récupéré. Et voilà. Bon, après, c'est intéressant parce que potentiellement, il y a quand même du code qui est commun avec l'iBoot de l'iOS dernière génération. Donc on peut peut-être trouver des vulnérabilités et jailbreaker son téléphone, parce qu'iBoot c'est vraiment le premier composant qui démarre et qui après assure toute la chaîne de confiance en vérifiant les signatures de iOS, etc. Ils ont trouvé plein de failles, mais ils ont dit plus personne utilise iOS 9, c'est bon. Après on peut aussi considérer que normalement la sécurité elle repose pas sur le fait que le code il est secret quoi. Sinon c'est qu'il y a un peu des problèmes quoi. En fait là le truc c'est que c'est pas que ton code est secret, c'est que là c'est commenté, il y a les bons noms de variables, les bons noms de fonctions, donc ça va être vachement... c'est de l'open source quoi. Enfin, c'est comme si tu disais... Oui mais quand tu fais là en fait le code est compilé, donc quand tu fais de la reverse, t'as pas les noms de variables, c'est très très long, alors que là t'as tout le code, t'as juste à lire. C'est quand même un gain de temps conséquent. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans certains fichiers, enfin si j'avais eu accès à ça, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, mais en fait il y a certains fichiers texte dans la documentation qui présentent du fuzzing de certaines interfaces iOS, enfin iBoot, et j'ai trouvé ça vraiment bien, c'est-à-dire que Apple fait vraiment du fuzzing de toutes ces interfaces avec plein d'outils pour vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Bon, après moi j'ai vu aussi une information, en fait, donc Apple ils ont évidemment demandé à GitHub de supprimer tous les repositories qui avaient cloné celui-ci. Il semblerait qu'il y ait un truc dans la loi américaine qui dit que s'ils demandent un takedown d'un repo, ils sont obligés de justifier du fait que c'est le vrai code en fait. Donc en fait, quelque part, le fait qu'il y ait une requête de takedown d'une ressource sur internet qui serait Apple, ça veut dire ça confirme que c'est le vrai code et pas un fake. Sinon ils n'ont pas le droit de le faire. Espionnage, bon ça je passe par rapidement, c'est une opération qui s'appellerait Dark Caracal, parce qu'en fait c'est un félin qui vit plutôt du côté de... en fait j'ai assombri pour faire Dark. Ah ouais, non je regardais c'est pour ça que c'est long la revue d'actualité. Voilà, plutôt du côté... Ouais, ça me prend du temps. Hein. Plutôt du côté du Liban, qui serait en fonction depuis 2012, et voilà... Bon, rien de spécial. Ah si, ce qui est marrant, c'est que ça utilisait de fausses applications WhatsApp, Signal et autres. Principalement, ça visait de l'Android. Et c'était fourni par mail, en envoyant un mail avec les liens pour télécharger les applications. Et ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est que j'en ai entendu parler à la vraie télévision, enfin sur les journaux télévisés généraux. Alors bien sûr, c'était mal raconté avec beaucoup d'erreurs. Et je crois qu'il racontait que c'était la fin du monde, que tous les pays étaient piratés. Enfin bon... comme ils savent bien le faire, mais je passe. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Les renseignements néerlandais, donc je ne savais même pas que ces gens-là avaient cette capacité-là, ont réussi à compromettre... Non, mais enfin, on parle beaucoup des Américains, des Israéliens, des Chinois, mais les Néerlandais... Donc ils ont réussi à compromettre, apparemment, APT29, ou Cozibir, qui est le bras armé du FSB et qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. En particulier avec la compromission du DNC, donc le Parti démocrate américain, et de la Maison-Blanche quelques années avant. Et donc les Néerlandais ont réussi à compromettre le SI de ces gens-là, dont les caméras de surveillance, et donc ont pu voir pendant plusieurs années, depuis 2014, les allées et venues, les visages des gens, et être témoins de toutes les opérations qu'ils ont réalisées. Donc comme ils font partie des, je crois que c'est 8 ou 7 Eyes,
Il y a les Five Eyes, c'est les premiers, et ensuite c'est Nine, non? C'est le second cercle avec France, Hollande, je ne sais plus qui y a dedans encore. Enfin bon, le Five Eyes est le deuxième cercle dont on fait partie. Comment? Il y a un truc sur le nucléaire, effectivement. Non, au niveau de la surveillance, il y a les 5 premiers, c'est États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Australie et Nouvelle-Zélande. Et ensuite, je crois que c'est Nine Eyes, dont la France fait partie, et la Hollande. Donc en fait, la Hollande a communiqué ces informations aux Américains, qui ont pu enquêter et être aussi témoins de ces attaques-là. Bien sûr, c'est parti dans les journaux, dans le Washington Post, ce qui fait que les Néerlandais ne sont pas très satisfaits, parce que les informations ont été publiées alors qu'ils étaient encore dans le SI de APT29. Donc je pense qu'ils se sont fait mettre dehors depuis. Moi, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer. En fait, je suppose qu'il y a une complicité interne. S'ils ont piraté les caméras de surveillance, ça va, mais... Déjà, ce que je ne comprends pas, c'est où est la faille. C'est-à-dire que le service de renseignement, comment on nous donne cette information et comment elle peut être vraie? C'est le Washington Post avec les sources du FBI ou de la CIA, je crois. Oui, mais je ne comprends pas. Il y a une fuite dans les services de renseignement américains. Ah, mais tout le temps, ça, c'est toujours le cas. Là. Les gars ont des contacts avec la presse, ils communiquent toujours avec la presse et c'est publié. Mais c'est pour que les Européens, quand ils réussissent quelque chose, ils ne le donnent jamais aux Américains par peur que... Ah, donc c'est les Russes qui l'ont fait en fait, pour éviter qu'il y ait des collaborations à l'avenir. Parce que là, ils sont très forts. Toi, tu remets en cause la véracité de l'information? Moi, j'ai aucune preuve. Oui. Donc maintenant, si par exemple, il y a des Français qui disent « Ah oui, bon maintenant on peut vous l'avouer, quand on a attribué à PT29 telle chose, en fait on était sûr de nous parce qu'on le savait, parce que avec nos amis néerlandais, on était à l'intérieur de la PT29. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Non. Est-ce qu'il y a un élément tangible qui montre que c'est vrai qu'ils y étaient? À part les témoignages d'agents retranscrits par le Washington Post, non. Allez, next. À voir. Bon, et au même moment est sorti un rapport estonien sur les capacités offensives de la Russie, à la fois militaire et informatique. Et donc ils ont un graphe qui est assez intéressant, donc des différents services russes, avec en particulier APT29 qui est lié au FSB. Voilà. Le rapport est intéressant parce qu'il balaye vraiment toutes les capacités offensives et défensives de l'armée russe. Et l'entité aux Pays-Bas qui a fait ça, on sait de quel service? Oui, c'est l'AIVD. Alors je te le fais pas en néerlandais parce que... C'est quelque chose qui correspond au service d'attaque. Ah oui, c'est... Oui. Oui, j'ai eu quelques infos, ils existent vraiment ces gens-là et en fait c'est un... T'as écrit à l'ambassade? Non, c'est un sous-service... Attends. Alors bon, je te donnerai le nom exact complet, mais tu cherches sur internet, tu trouves la signification. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? La dernière, un hôpital qui a reçu un rançongiciel qui s'est fait donc compromettre et qui a payé alors qu'ils avaient des sauvegardes. Bah en fait, s'ils les ont jamais testés, il vaut mieux payer. Hein. Oh, tu testes avant de payer quand même. Bon, passons. Outils et techniques. Ça peut coûter moins cher de chiffrer que de refaire les sauvegardes. que faire ta restauration. Ouais, effectivement. Ça peut être intéressant. Donc la longue bataille depuis des années entre Google et Symantec. Symantec en tant qu'autorité de certification. À partir de Chrome 66, donc à partir de 7 avril là, Google ne reconnaîtra plus les certificats de Symantec qui ont été signés avant 2016. C'est quand même important politiquement parce que ça montre qu'une entreprise comme Google peut avoir vie ou mort sur quasiment n'importe quelle autre entreprise qui touche à Internet en choisissant de sa politique interne. Surtout qu'en plus, depuis 1 an et demi, Google est sa propre autorité de certification. Donc maintenant, ils sont totalement indépendants, font ce qu'ils veulent. Et il y en a pas mal qui disent aussi que Chrome, c'est en train de devenir l'Internet Explorer 6 moderne parce qu'il y a plein de problèmes de compatibilité où ils font leur propre choix technique, ce qui n'est pas suivi par le reste du monde. Et puis après, effectivement, ils sont en monopole, enfin pas en monopole, mais en puissance. Ils sont trop puissants. Ça pose de vraies questions politiques et éthiques
au-delà de la simple histoire de sécurité. On a fait combien de temps là-dessus? Bah, t'arrêtes d'utiliser Google. L'OS souverain. Ouais. Non, mais plein de services. Plein de services différents, mais arrêtez d'utiliser Google. Sur la table ou comment ça se passe? Bon allez, passons. Oui, alors deux trucs rigolos. Le premier, c'est un nouvel article sur le blog de Qubes. Donc Qubes, qui est un système d'exploitation sécurisé par compartimentalisation, qui propose dans les prochaines évolutions d'aller vers un modèle qui permet d'intégrer des choses hybrides et notamment le cloud, c'est-à-dire d'avoir une partie de ces VM qui tournent dans le cloud, qui sont accessibles depuis un device mobile par une sorte de RDP ou de VNC, et également de pouvoir avoir différentes VM sur différents supports physiques. Donc en fait, il y a vraiment une couche d'abstraction encore en plus, ce qui permettrait de simplifier l'installation et l'usage au quotidien, parce qu'aujourd'hui, installer Cube, c'est quand même un peu embêtant, il y a des adhérences matérielles qui ne sont pas forcément faciles à avoir. Le deuxième est assez intéressant aussi, on a déjà parlé sur la reconnaissance vocale, donc tous les assistants vocaux type Google Home, Alexa, qui permettent par exemple de commander des produits sur Amazon juste en disant je voudrais acheter du pain ou je sais pas quoi. Là, c'est des gens qui montrent comment, dans un enregistrement audio standard, on peut rajouter quelque chose qui va déclencher une commande sans que ce soit pour autant audible par un humain. Donc, par exemple, il y a un morceau de musique, il rajoute un signal sonore par-dessus qui va envoyer des ordres à Google Home, mais nous, en tant qu'humains, on ne l'entendra pas parce que c'est un son qui n'est pas audible. Donc, c'est super intéressant. Tu as tout ce qui est cover channel. Ouais, et puis bon, pour l'instant, c'est pas encore trop intégré, mais la domotique va s'intégrer à cet écosystème, c'est un peu l'idée. Et du coup, ouvrir des portes de garage, ouvrir des volets, c'est des actions qui pourraient potentiellement être menées à distance sans qu'on les entende. Il y aura la robotique. Tue ton propriétaire et hop, ton robot qui te tue. Non, mais Asimov, il peut pas. Je sais pas si c'est la règle 1, je pense, ou il peut pas, quoi. Je vais passer rapidement. La première, c'est assez intéressant, c'est de nouvelles techniques qui permettent de contourner donc, toutes les mesures de sécurité mises en place sur Windows. Et là, l'idée, c'est de ne plus réaliser les actions malveillantes soi-même, parce qu'en fait, il y a une fonctionnalité de Windows récente qui s'appelle Control Folder Access, où en gros, ça autorise non plus, il n'y a plus une granularité au niveau de l'utilisateur par rapport aux privilèges d'accès au répertoire, mais par rapport aux applications. Donc, en gros, il y a une whitelist et une blacklist d'applications qui autorisent certaines applications à accéder à mes documents, en lecture-écriture, etc. Et donc un malware, par exemple, comme il n'est pas dans cette whitelist, n'aurait pas accès à mes documents, pour faire simple. Et en fait là, c'est utiliser les API OLE et COM d'Office pour réaliser des actions malveillantes sur les fichiers. Donc en fait, on demande à Word, piloté par COM, de accéder à des fichiers, d'écrire dessus ou de les chiffrer. Voilà, nouveau contournement. DC Shadow. Donc là aussi rapidement, c'est une nouvelle technique de persistance en environnement Active Directory en post-exploitation, c'est-à-dire une fois que vous êtes administrateur du domaine, en fait ça donne la possibilité de promouvoir un poste ou un serveur en tant que contrôleur de domaine, donc de faire une synchro avec les autres contrôleurs de domaine et surtout de manipuler des objets Active Directory et de faire ce que vous voulez avec ces objets, donc de les modifier, changer les dates, changer les mots de passe sans que ça se voit et de synchroniser l'info avec les autres contrôleurs de domaine. Donc il y a plein de trucs rigolos, mettre un mot de passe à une date en 1600 quelque chose, ou cacher des voies de persistance. Donc je vous recommande l'émission No Limit Sécu sur le sujet avec Benjamin et Vincent Letout, où ils nous parlent de cette nouvelle technique. Ce qui est intéressant sur la technique, c'est qu'elle prend à peine quelques centièmes de seconde, oui. Et donc c'est quasiment invisible. Enfin, ça laisse des traces réseau. Si ta sécurité est basée sur la collecte de logs, effectivement ça ne se voit pas. Si tu as des sondes réseau, là ça peut se voir. Typiquement là j'ai cité Microsoft ATA. Microsoft ATA peut le voir. Ensuite, quelques liens sur la partie pentest, je ne vais pas tout détailler. Le premier, c'est un outil qui est publié par FireEye, c'est assez intéressant, c'est un outil qui permet de faciliter une campagne de phishing pour des authentifications à 2 facteurs. Donc autant faire du phishing quand on a un seul facteur d'authentification, c'est-à-dire un mot de passe, c'est facile. Autant le faire de manière synchrone quand ça envoie un SMS à l'utilisateur qui doit le taper, c'est peut-être un peu plus contraignant. Donc là, ça automatise des choses, c'est assez intéressant.
Le deuxième, c'est l'utilisation de shadow copy, donc ça permet notamment, c'est des mécanismes qui sont utilisés sur Windows pour les sauvegardes. En fait, on peut exécuter du code avec les binaires de shadow copy, et on peut aussi persister sur un système, puisque chaque fois que le système, on peut lancer régulièrement une copie qui va relancer le bout de code qu'on veut, donc ça c'est assez intéressant. Et enfin, celui-là est pas mal aussi, c'est un outil qui permet d'analyser les GPO d'un poste pour identifier des configurations exploitables, type mot de passe défini par GPP ou ce genre de choses. Côté défense, j'ai trouvé cet outil qui s'appelle APT Simulator qui est plutôt bien fait. Plutôt que d'essayer de tester les antivirus avec des fichiers comme Icar ou ce genre de choses, c'est un peu plus avancé. Ça se lance sur un poste de travail qui dispose de toutes les briques de sécurité, hein, donc c'est-à-dire des logs, d'un EDR, d'un antivirus, et ça va, c'est modulaire, il y a des plugins, ça permet d'envoyer des requêtes DNS vers des adresses de contrôle-commande connues comme étant malveillantes, ça va tenter de faire de l'élévation de privilèges, de dumper LSAS, voilà un certain nombre d'actions qui sont faites par des attaquants pour faire clignoter et tester l'efficacité de votre SOC, en tout cas de votre supervision sécurité. Bon, ça c'est rapidement pour compromettre les pirates, c'est rigolo, une petite vulnérabilité sur le malware Dark Comet, on passe rapidement. J'ai vu passer ça, je sais plus quel député voulait mettre ça. C'était un c'est pas député les insoumis qui voulait en fait imposer une déclaration à l'ANSSI pour tous les chercheurs qui font du bug bounty pour les OIV. La première question qui se pose, c'est on fait quoi pour les étrangers? Non mais en fait un OIV, on n'a pas la liste déjà. Ouais, alors déjà on n'a pas la liste, et puis un OIV il n'a pas que des systèmes d'importance vitale, Non, quoi. Il a plein de sites sites institutionnels où on s'en fout. Enfin, Tu fais quoi pour les étrangers? ouais. La revue d'actualité de l'OCIR n'est pas exhaustive, c'est ce qui est important ou drôle. Parfois les deux. Parfois les deux. Bah ça c'est David qui a dû le mettre. Ah oui, NotPetya, oui, Merckx, qui est l'un des rares à avoir communiqué sur la compromission, enfin l'affection par NotPetya cet été, ça leur a coûté, bah, s'ils l'ont mis là, 2 à 300 millions de dollars. Ah, pas, a priori, parce qu'ils n'ont pas aussi caché des pertes là-dedans. Et donc voilà, il y a quelques stats sur ce qu'ils ont dû faire et réinstaller. Il y avait un retour d'un CERT à la conférence Corinne, sur un retour sur NotPetya. Alors, comme c'était public, on peut citer, c'était le CERT Wavestone, qui parlait d'une entreprise, donc là il n'y avait pas le nom, où la première chose à faire a été de passer toute la messagerie qui était totalement compromise sur le cloud de Microsoft. Et finalement, ça a permis à l'entreprise de redémarrer. Enfin, le premier truc qui a été fait, c'est tout le monde passe sur WhatsApp et tout le monde communique par WhatsApp. Le dernier, c'est rigolo, c'est le premier robot licencié de l'histoire. Je ne sais plus ce qu'il fait ce robot, mais en fait, il y a eu des agressions sexuelles par le robot, ne rigolez pas. Et il y a d'autres problématiques, et en fait, au final... Tu peux dire, ne rigolez pas après cette phrase. Enfin bon, en gros, il était considéré comme moins productif que les êtres humains, donc ils ont décidé il était moins reproductif. Et c'est sérieux, moi j'ai vu un article sur les robots poupées comme une solution aux gens qui ont des déviances sexuelles. Donc si tu veux, je veux dire, c'est dans les deux sens. Hein. Oui, mais bon, quand tu te feras agresser par un robot de Boston Dynamics, tu comprendras la différence. Ça, je l'ai mis parce que c'est quand même intéressant. AWS qui achète une entreprise qui est vraiment orientée dans la sécurité et en particulier la threat detection. C'est important. En plus, la société est proche de la NSA. Il y a des anciens de la NSA qui y travaillent et ils ont pas mal de liens. C'est intéressant parce qu'AWS met quand même beaucoup d'argent aujourd'hui dans la sécurité. Ça fait quand même deux gros, là. Tu nous dis Google, AWS, qui ouvrent des trucs spécifiques en sécu. Oui. On peut commencer à se faire du souci. Ça fait longtemps qu'on le dit. Hein, mais... Ouais. Bon, ça c'est juste une condamnation de Darty par la CNIL. Ce qui est intéressant, c'est que le jour où il y a eu la communication de Darty, nous en avons parlé. C'est pas formidable ça. Et en fait, c'est un peu comme Orange à l'époque. C'est en fait un problème chez un sous-traitant. Et donc là, c'est considéré comme une négligence par rapport au... Il y en a une qui est beaucoup plus intéressante juste avant. C'est celle de Web Edition, toujours par la CNIL,
qui condamne Web Edition à 25 000 €, et c'est des sites du style repasser son permis rapidement, avoir son passeport rapidement, enfin vous irez voir. Pourquoi c'est important? Parce que 25 000 € c'est beaucoup moins que 100 000, mais 25 000 € ça représente 3,03% du chiffre d'affaires de la société. Et dans le GDPR, on dit que l'amende c'est 2% pour des faits techniques et 4% pour une non-organisation légale, etc. Et souvent, le retour qui est fait, c'est jamais le juge ira à plus de 2%. Et ben, le juge a déjà été à plus de 2%, ça a été à 3%. Donc c'est intéressant pour accompagner vos clients. Ouais, après, tu as un effet d'échelle aussi sur une petite entreprise. Ouais, c'était quand même 700 et quelques mille, 770 000 € de CA, c'est pas négligeable. Tu crois que l'amende a vraiment été corrélée par rapport au CA, ou c'est juste qu'il méritait une amende? C'est comme quand tu as une amende, toi, en tant que particulier, ça ne prend pas en compte ton salaire. Donc, oui, mais c'est à prendre en compte, parce que 3%, on y est déjà. Oui, sauf qu'à l'origine, le CA de l'entreprise n'a pas été pris en compte pour cette décision. Mais en tout cas, la réglementation est faite pour prendre de 2 à 4% du CA du beurre. Ensuite, alors ça, je suis tombé là-dessus, mais parce que c'est drôle, c'est apparemment, donc aux États-Unis, c'est un peu chaud en ce moment pour tout ce qui est séduction, drague, etc. Et donc là, oui, ça fait longtemps. Et donc là, en fait, c'est une application qui permet de vraiment entériner dans la blockchain, enfin dans une chaîne de blocs, le fait qu'une femme ait consenti à avoir un rapport avec vous. Alors là, c'est la première application qui le fait dans la blockchain, mais moi j'avais déjà vu des projets sur Kickstarter pour faire la même chose avant qu'on parle de blockchain, où l'idée, les gens pensaient vraiment que c'était une bonne idée d'avoir une appli, de personnes qui ont une appli et qui disent OK. Quoi. Comment tu certifies les... Mais c'est bien ça qui est absurde. Non, au-delà de ça, c'est complètement con, parce qu'un consentement, c'est à un instant donné, mais une heure après, peut-être que la personne ne voudra plus. Oui, et puis c'est pas full accès non plus. Ça dépend ce qu'il y a dans le contrat. Enfin, s'il y a des gens intéressés, on monte une ICO. Pour la même raison? Ah bah oui. Ensuite, ça aussi, c'est donc une très bonne idée de Trump, c'est d'envoyer une bombe atomique contre les hackers. Oui, la bombe atomique chirurgicale, c'est ça? Ouais. Donc c'est la solution de Trump. Je ne sais pas si c'est passé, mais en tout cas, c'est une idée sérieuse côté américain. Enfin, c'est sérieux pour les hackers de Corée du Nord, quoi. Oui, c'est ça. Le suivant est beaucoup moins drôle. C'est pas forcément extrêmement lié à la sécurité. Néanmoins, ça donne un aperçu de ce que pourrait devenir la réalité si on est un peu pessimiste. Et finalement, Black Mirror, on n'est vraiment pas très loin en Chine. Donc c'est un article du New York Times. Donc c'est une enquête sur la vie d'une population qui s'appelle les Ouïghours dans la province du Xinjiang. Je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, c'est des gens dont, par exemple, quand ils achètent un couteau de cuisine, on grave sur la lame un QR code qui correspond à leur identité. Tous leurs véhicules sont équipés d'un tracker GPS. On collecte leur ADN lors de contrôles médicaux obligatoires. Et on suit leurs faits et gestes avec des caméras qui sont placées partout dans les villes. Donc ça fait un peu peur. Et c'est déjà en place. C'est pas en fait une dystopie, c'est pas une histoire, c'est la réalité. Dans les Ouïghours, ça s'écrit O-U-I tréma, etc. C'est simplement parce qu'ils sont musulmans. Oui. En vrai, j'en ai pas parlé parce que ça n'a pas c'est pas une justification. C'est pour ça que les Chinois ils sont terrorisés à l'idée qu'ils sont encore nombreux, même s'ils essayent de les coloniser par des âmes. Voilà, de toute façon, toutes les minorités sont sous contrôle depuis belle lurette. Ils sont submergés, parce que les Ouïghours, ils sont 4 millions, et ils ont envoyé 8 millions de Chinois pour les envoyer dans un pays. Ils sont 4 millions dans Ils sont 4 millions les Ouïghours. C'est grand comme 4 fois la France. D'accord. Ils font pareil pour toutes les minorités. Je crois que c'est un endroit où il y avait un article, je pense que c'était dans l'informatique, qui disait que la police est équipée de lunettes à reconnaissance faciale. Oui, c'est ça. Ils sont en train de généraliser ça. Ils se vantaient d'avoir déjà repéré dans une gare 4 personnes qui étaient recherchées, qui cherchaient. Des étrangers. Des gens qui étaient recherchés à l'étranger par des pays autres que la Chine. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers en Chine qui étaient recherchés, qui ont été repérés par la police chinoise avec sa reconnaissance faciale. Et c'est ça dont ils se vantaient. On ne sait pas si c'est vrai. Alors le Xinjiang, c'est particulièrement stratégique parce que les trains, il y a un train par jour qui va de Chongqing à Duisbourg, il met 16 jours, et il passe par là. Et c'est le nouveau trajet des exportations chinoises vers l'Europe. D'accord. Donc c'est super
Et on peut passer que par là, parce que tout le reste, c'est des montagnes à 7 km d'altitude. Il y a quand même 2 interconnexions avec le Kazakhstan maintenant. Ils ont quand même 2 chemins pour leur train. Oui, mais ils passent tous par... Ils passent tous par le Zinka. Et donc, ils ont peur qu'ils mettent une bombe sur la voie ferrée, c'est ça? Non, s'ils ont un mouvement indépendantiste qui fait de la guérilla... Enfin... Ouais. Conférence passée, je n'ai mis que ces deux-là, j'aurais pu en mettre plus, donc la Corinne et le FIC. Prochaine conférence, donc la JSSI, la meilleure conférence du monde bien sûr. Et là, une première, j'ai rajouté ça, il y a une DEFCON officielle qui est organisée en Chine en mai 2018. Donc ils ont leur CFP est ouvert. C'est quand même assez dingue. Alors je sais pas si c'est en réaction aux difficultés qu'ils ont eues pour les visas de certaines personnes qui venaient aux US, qui décident d'élargir le mouvement, je sais pas. Ou si c'est juste business. Meilleure conférence du monde, je sais pas. En tout cas, sur Twitter, il y a eu une réaction à l'ouverture de la JSSI disant que c'était la meilleure conférence française. C'est toi qui l'as dit. Non, non. Je vous laisse rechercher, vous cherchez aussi, Twitter. vous recherchez les retours. C'est Jean-Philippe Taulier. Rien à voir. Et il y a eu Aquitaine également à Bordeaux. Ensuite, alors ça je trouve ça scandaleux, donc une entreprise qui s'appelle Akaoma, que j'ai jamais entendu parler, qui est en plus une entreprise unipersonnelle, qui a déposé les termes sécurité périmétrique, sécurité offensive et sécurité défensive. En plus, donc le pitch, je suis allé sur le site web, c'est vraiment génial, ça enlève tous les éléments NEFAT à l'exposition. NEFAT, je découvre. Enfin, s'ils ont déposé sécurité périmétrique, ils sont un peu has-been quand même déjà. Ouais, mais bon, en fait, s'ils ont déposé les termes, c'est juste trop la mode, inadmissible. quoi. Je suis pas spécialiste en droit des marques, mais il faut quelque part prouver qu'on est le premier. Enfin, il y a la notion d'invention. Et comment ils ont pu prouver ça? C'est pas parce que tu déposes à Non, ils ont payé pour déposer le brevet. Mais l'INPI aurait pas dû laisser passer ça. Je suis le seul à pouvoir utiliser sécurité défensive, il parle pour moi à tous les coups. Oui. N'importe qui peut prouver que ça veut dire. Et l'INPI a quand même pris 3 fois 200 balles. Quoi. C'est pas parce qu'on dépose à une fixe qu'on peut devant un tribunal. Ah oui, d'accord, mais c'est quand même scandaleux que l'INPI ait laissé passer ça. Je sais pas quelles sont leurs règles. Enfin, moi je le connais. Il y a une vérification d'antécédents, normalement, le dépôt de marque peut prendre jusqu'à 3 ou 6 mois. Et on a des... Parce que là, dire que ça a été déposé, il faut voir sur quel champ ça a été déposé. Quelle matière. Donc là, on n'a pas totalement les infos pour voir, il faudrait voir sur les URL. Donc dès que vous aurez les slides, vous pourrez les vérifier par vous-même. Enfin bon. Pour info, il y a aussi quelqu'un qui a déposé phobie administrative. Oui. Oui, mais lui, il l'a utilisé. Ça a été le premier à l'avoir utilisé. Oui, il l'a inventé, c'est vrai qu'il l'a inventé. Le deuxième est rigolo. J'ai mis chouchou, beignet, budget cybersécurité. Parce qu'en fait, c'est un rapport un baromètre de la sécurité fait par Allianz, qui est l'idéal si vous avez besoin de budget dans vos entreprises et que vous êtes RSSI. Si vous présentez ça, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, il vous faut des budgets. Enfin, ça marche tout seul. Kill Team, ils sont toujours là, ils sont pas morts. Donc, suite à leur compromission en 2015, ils ont quand même fait pas mal de pertes. Mais depuis, une entreprise saoudienne qui est passée par en fait une entreprise basée à Chypre pour prendre des parts de l'entreprise. Donc je pense que c'est surtout l'Arabie Saoudite qui utilise les services de Hacking Team aujourd'hui. À la Corinne, il y a eu ce petit slide qui est passé, qui présentait aussi toutes les problématiques de sécurité qu'avait Deloitte à ce moment-là. Moyens financiers colossaux, il y a quand même. Ouais. D'ailleurs, Deloitte, au même moment, fait de la pub pour sa cybersécurité. Et apparemment, 63% des incidents de sécurité sont dus viennent d'internes. Alors, est-ce que c'est un aveu? Je pose la question. En plus détectés, ouais. Bon. Donc, ça, vous en avez entendu parler. À Hawaï, il y a eu une fausse alerte au missile nucléaire de Corée du Nord. Donc, pendant, je crois, 30 minutes, ça a été la panique. Et donc, ça, ce sont les stats Pornhub à ce moment-là. Donc, panique, plus personne ne va sur Pornhub. Annonce qu'en fait, c'était une erreur. Et là, il y a plus de gens qui sont allés sur Pornhub. Puis ensuite, ça a commencé à décroître. Ouais, en fait, il faudrait comparer aux autres jours, quoi. Bah, ce qu'il y a, c'est que si tu analyses, ça fait moins 77 et plus 48%, donc tu en as quand même perdu 30%. Pourquoi tu accèdes à ce genre de données? Ça, c'est public sur Twitter, parce que Pornhub, c'est une pub de Pornhub. Oui.
Ah d'accord. Ils en ont profité pour faire la publicité. Donc ils ont quand même perdu 30%. Faut quand même être abonné à Portal, non. Non. Bon, tu sais, plein de gens retweetent. Bon, ça je passe. Et ça, dernier slide, j'ai trouvé. Moi je le veux. Est-ce qu'on peut l'avoir en t-shirt? Est-ce qu'on peut avoir des stickers? En fait, je l'ai découpé et j'en ai refait un truc comme ça, mais j'ai vu que vous l'aviez vraiment chez toi. Moi je le veux, le petit bonhomme. On en avait plein. Non, mais l'image, au sens numérique. L'image de moi comme ça, on en avait plein. Putain, j'ai découvert ça. C'est la version. On a un petit personnage d'Hervé. Alors on en avait plein. On avait moi en romain, moi en grec. Putain. Faut qu'on récupère ça. Faut qu'on récupère ça. Qui sait qu'on peut encore soudoyer là-bas? Tout ça. Donc voilà, prochain rendez-vous de l'OCIR. Donc le prochain c'est mardi 10 avril, donc avec 2 présentations. La première c'est des outils d'un SOC, enfin le SOC de Codix, donc outil plutôt technique. Et ensuite une petite présentation sur un peu Ethereum et la chaîne de blocs. Et ensuite la revue d'actualité. Afterwork, bonne question. Alors l'Afterwork, on a trouvé l'établissement qui est prêt à nous accueillir, Gare de Lyon, avec une arrière-salle qui sera dédiée pour nous, avec une entrée-sortie directe pour ceux qui veulent être discrets. Des complots pour tout. Ouais, c'est pour ceux qui ne voudraient pas être vus rentrant dans un bar. On a les moyens de projection, ce qui nous manque globalement, ce sont les intervenants. Donc on a fait quelques propositions, on va voir si on a des retours. Mais globalement, si vous avez des sujets qui vous intéressent, des gens que vous connaissez un petit peu techniques, parce que vous savez, le sujet de l'afterwork, c'est de démontrer un peu quelque chose de sympa techniquement ou un retour d'expérience. C'est moins long qu'une présentation, c'est autour d'une demi-heure. Pour partager ensuite un verre offert par l'asso, revenez vers nous. Il n'y a plus de buffet? Si. C'est important. Buffet campagnard et bière. Ouais. Donc voilà, le problème c'est plutôt de trouver les participants, enfin les conférenciers. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, même si vous avez testé des choses, etc., vous pensez que ça peut être un retour d'expérience, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des remarques, des idées d'illustration, des sujets que nous aurions oubliés, n'hésitez pas, c'est le moment. Bon, écoutez, merci. Ou plus tard. Ou plus tard, c'est vous pas pouvez forcément le m'envoyer. moment maintenant. Non mais vous pouvez m'envoyer des mails, il n'y a pas de problème pour que. Enfin, si j'ai oublié des choses, pour que je les rajoute.